Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, un café l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire qui est proposé par l'association Evaleco. Et ce soir, nous avons encore des jeunes qui vont nous parler donc des big data. Ce soir, nous avons Gaspard. Salut Biel. Emilio. Bonsoir. Jessica. Bonsoir. Clémence. Bonsoir. Et Romain. Bonsoir. Ce soir, donc, vous avez choisi de nous parler d'un sujet qui revient souvent dans l'actualité, qui sont les data ou les big data. Du coup, on va commencer avec toi, Gaspard. Est-ce que tu peux nous donner une définition? Oui, bien sûr. Alors, de ces data. Les data, c'est donc une donnée informatique. C'est tout simplement la représentation d'une information dans un programme informatique. Donc voilà, les data nous entourent. Il faut savoir que c'est des choses qui sont en prolifération permanente. À titre d'exemple, le soir du Nouvel An 2017, 75 milliards de messages ont été échangés sur la messagerie WhatsApp, incluant 13 milliards d'images et 5 milliards de vidéos, donc autant de data qui sont stockées dans des data centers. En 2018, on estime que chaque seconde, 40 gigaoctets de données sont publiées sur Internet, et c'est un chiffre qui est amené à doubler tous les 2 ans jusqu'en 2020. Et on craint que ensuite le trafic augmente encore. Oui, donc c'est juste pour faire un petit lien avec l'émission du mois précédent où on parlait en fait de la Civic Tech. Dans ce cadre-là, on parlait de transition numérique, et donc le fait qu'il y ait cette explosion des données dont tu nous parles se traduit concrètement par cette explosion en fait des données qui circulent à toute vitesse partout dans le monde sous différents formats, que ce soit images, vidéos, etc. Oui, tout à fait. En fait, les data présentent un véritable enjeu citoyen parce que cette explosion donc ouvre un champ des possibles scientifiques, citoyens, mais également certaines dérives commerciales, gouvernementales et puis évidemment énergétiques, parce que c'est un data center consomme de l'énergie. Voilà, de toute façon, on aura, j'espère, le temps de développer suffisamment tous ces thèmes-là. Peut-être un autre point à rajouter, Gaspard? On va aussi parler ce soir de big data. Donc voilà, la prolifération de ces data a amené à se poser des questions de traitement d'un très gros volume de data, donc qu'on appelle big data. Et donc, ce big data, c'est un volume d'informations qu'on ne peut pas traiter classiquement avec les outils informatiques, qui dépasse l'intuition humaine. Et donc, on va essayer d'un peu aller tétiller aussi ce thème ce soir. Bien sûr. Là, pour commencer, moi, je propose qu'on attaque directement par les open data. Clémence, est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur qu'est-ce que les open data? Alors en fait c'est le côté positif en fait, notamment au niveau des data. En fait il s'agit d'ouvrir les données. C'est-à-dire que, notamment dans le cadre d'une démocratie qui est beaucoup plus ouverte, ça permet d'apporter beaucoup plus de transparence, c'est-à-dire montrer à la fois les processus de gouvernance, expliquer par l'image aussi. Il y a par exemple DataVis ou InfoVis, des infographies qui sont réalisées pour mieux comprendre. Aussi avec la participation, c'est-à-dire on peut consulter les citoyens, organiser des débats publics, recueillir des critiques, des avis, des idées, et construire en fait des politiques publiques avec les citoyens. D'accord, donc en fait c'est un outil finalement, comme encore une fois ça fait lien avec ce qu'on disait le mois dernier, mais c'est un outil en fait qui permet aux citoyens de s'emparer de thèmes qui les concernent et de participer en fait à leur manière à la vie de la cité. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de sites web où il s'agit où on traite en fait de ces datas? Depuis quelques temps, le gouvernement a créé un site qui s'appelle DataGouv. En fait, c'est l'ouverture des données publiques de l'État et des administrations. Le but étant pour le citoyen notamment de partager, améliorer et réutiliser les données publiques. C'est vrai que ça c'est un grand enjeu qu'on voit dans l'actualité. On sait qu'il y a quelques mois, l'ancien gouvernement avait voté une loi qui s'appelle la loi Le Maire, si je ne me trompe pas, qui demandait à toutes les collectivités de différentes échelles, de la petite commune jusqu'à l'État, d'ouvrir ces données en fait au public, qui puissent eux-mêmes bien voir avoir eux-mêmes accès aux données brutes ou plus ou moins brutes. Sans les interprétations qu'on peut en faire. Par les différents lobbying, entreprises ou autres d'ailleurs. Ouais. T'as d'autres exemples de ce type-là? Il y a aussi OpenStreetMap qui fonctionne un peu sur c'est un peu le côté open data, mais de
Google Maps. C'est-à-dire que en fait, c'est une carte du monde entier qui est librement modifiable. C'est-à-dire que chacun peut éventuellement sur là où il habite, par exemple, modifier si jamais c'est pas à jour et tout ça. Oui, et puis rajouter des données qui sont pas spécifiquement existantes sur les cartes, comme par exemple, je sais pas moi, une association de vélos qui souhaiterait dessiner un itinéraire intéressant pour les cyclistes, peuvent s'emparer en fait de ce type de données qui est relativement facile à prendre en main pour proposer leur itinéraire qui soit accessible à tout le monde. Voilà. Ensuite, il y a aussi un autre open data qui s'appelle Open Food Fact. En fait, c'est une base de données sur les produits alimentaires faite par tout le monde et pour tout le monde. C'est-à-dire, ça permet de faire des choix plus informés. Comme les données elles sont ouvertes, tout le monde peut les utiliser pour différents usages, pour savoir notamment la composition de certains produits qu'on consomme et tout ça. Voilà, c'est aussi. Voilà, donc ça permet ici aussi d'échapper peut-être aux certains lobbying alimentaires et permettre en fait aux citoyens de donner leur avis peut-être sur la qualité des aliments, les données qui jugent eux nécessaires à transmettre, ainsi que les risques de certains composants qui sont parfois cancérigènes ou des trucs comme ça. Enfin, souvent on peut. Puis en plus on peut contribuer à remplir. Donc accéder aux données et pouvoir les remplir par nous-mêmes. D'accord. Merci pour ces petites précisions pour l'open data. Vous êtes avec nous sur Agora Côte d'Azur pour l'émission Un café et l'audition, et donc émission proposée par Evaleco, et je dirais même la jeunesse d'Evaleco, puisque c'est des services civiques qui vont nous parler de ce thème-là. Donc là, on parlait de data, d'open data, on donnait un petit peu les définitions de tout ça. Puis là, on était en train de balayer un petit peu les aspects positifs finalement que pouvait apporter cette ouverture aux données. Et donc pour continuer sur ces aspects qui améliorent notre quotidien et on va dire la société du 21e siècle qui est à l'ère du numérique, Emilio, toi, est-ce que tu pourrais nous parler justement, pour rester là-dedans, du progrès scientifique en fait qu'ont apporté ces données? Oui, alors dans les datas en fait, l'accessibilité en fait des datas et cette généralisation des datas est aussi dû en fait à la baisse du coût de stockage. Depuis quelques années, le coût de stockage est vraiment moindre et toutes les entreprises peuvent saisir de gros espaces de stockage. Cela permet aussi aux entreprises donc d'utiliser tous ces datas. Et donc en fait, c'est le fait d'avoir pu réduire ces coûts pour les données a permis finalement cette démocratisation de ces échanges de mails et ce qui fait que ce soit en entreprise ou chez les citoyens d'ailleurs, cette baisse du prix fait que tout le monde utilise presque sans réfléchir, sans se douter finalement qu'il y a un certain nombre de conséquences sur lesquelles on reviendra plus tard. Hein. Mais donc ce que tu nous dis finalement, c'est que cette facilité à utiliser le stockage est aussi due du coup aux coûts qui sont actuellement moindres. Et on a aussi un deuxième point qui sont que les connaissances en algorithmes se sont énormément développées durant le 21e siècle, et donc les programmes sont de plus en plus performants, de plus en plus précis et permettent aussi d'avoir une certaine réactivité dans le traitement des données. Après, d'un point de vue plus des entreprises, dans les entreprises, le big data offre aussi un nouvel axe de progression. Toutes ces grosses entreprises en fait font une course à l'innovation, on peut le dire. Les 3 axes classiques de cette course étaient à la base les compétences internes, les connaissances du client et les tendances actuelles. Et maintenant, avec l'arrivée du data, un nouvel axe arrive, c'est l'exploitation des données et des outils internes. Donc toutes les sociétés se mettent à la page et utilisent maintenant les datas pour être au top du top de l'innovation et de tout ce qui se fait dans ce 21e siècle. Donc en fait, c'est vraiment un véritable outil d'innovation technologique, que ce soit pour les grandes entreprises comme tu le précisais, ou juste un petit peu avant même pour les entreprises médicales. Pour venir sur tout ce qui est médecine, on parle des 4P. Ouais. Tu peux nous en dire plus sur ces 4P dus en fait, ou possibles grâce à ou renforcés plus exactement par les data.
La nouvelle médecine qui est en train de se développer grâce au big data, est dite la médecine 4P. Donc elle est prédictive, préventive, personnalisée et participative. Donc c'est-à-dire que dans la médecine, en fait, on va utiliser le big data pour personnaliser les traitements. Pour aussi, il y a aussi un côté prévention où on va se rendre compte des comportements des personnes pour leur dire, attention, à ce moment-là, ça peut devenir compliqué selon leurs utilisations en fait des données. Et cela permet aussi à la médecine d'être vraiment beaucoup plus efficace. Et il y a encore dans l'accompagnement des personnes, bien sûr. Mais est-ce que, par exemple, tu sais, les applications qu'on voit un petit peu émerger sur les nouveaux sur les smartphones, telles que la possibilité d'analyser son taux de glycémie son taux de glucose dans le sang ou ce genre de choses. Est-ce qu'on peut dire que ce type d'application renforce cette médecine et ces fameux 4P de la médecine? Oui, d'une certaine manière, oui, parce que maintenant, ce sont des données qui peuvent se faire. Avant, en fait, on était obligé d'aller chez le médecin pour analyser toutes ces données. Maintenant, c'est des choses qui peuvent se faire chez soi. Par exemple, Apple a développé une nouvelle montre connectée qui propose des fonctions de santé avancées, et cela permet à l'utilisateur en fait de surveiller son état de santé général. Même si un smartphone ou une montre connectée ne remplacera jamais un médecin. Pour le moment, on ne sait pas. Oui, pour le moment. Mais du coup, ces nouvelles applications, ces nouveaux types ces nouvelles technologies, permettent aussi un certain confort à l'utilisateur, et cela aide aussi l'utilisateur à mieux se connaître. Que ce soit l'utilisateur ou même le médecin d'ailleurs, parce que moi je me souviens avoir vu il y a quelques temps, donc ça doit être encore plus démocratisé aujourd'hui, mais je me souviens avoir vu qu'une structure en Inde s'était spécialisée en fait dans l'accompagnement au diagnostic des médecins à travers le monde. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout simple, un médecin en France ou dans le New Jersey ou n'importe où dans le monde n'a pas le temps, par exemple, d'analyser des radiographies d'une personne ou n'importe quel autre diagnostic, et bien peut s'appuyer sur ces personnes à distance et avoir comme ça soit un second avis, soit un diagnostic plus renforcé parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'outils sur place pour l'analyser ou encore une fois par manque de temps. Bien sûr, c'est évident, et c'est ce qu'on retrouve dans la médecine comme dans d'autres domaines, c'est la démocratisation du télétravail. Avec les bons et les mauvais côtés que peut avoir ce télétravail. Merci pour cette deuxième petite brève. Un café et l'audition sur l'Agora Côte d'Azur. On reprend l'antenne dans la joie et la bonne humeur. Donc l'émission proposée par l'association que vous connaissez tous, Evaleco. Donc là, on était en train de parler des big data, plutôt des aspects positifs en début de l'émission. De ces big data là, sauf que on a commencé à en toucher deux trois petits mots par-ci par-là, mais on se rend compte qu'il n'y a pas que des aspects positifs et que les dérives sont nombreuses et peuvent être même catastrophiques pour certains experts. Du coup, Gaspard, est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi ça peut atteindre ou pas la vie privée, cette démocratisation des données existantes? Oui, c'est sûr que quand on crée des datas tous les jours, quand on envoie un mail, quand on envoie un message, quand on met un like sur Facebook, et donc il faut savoir que ces données, elles sont pas perdues. Elles peuvent être analysées notamment par les États, par les services de renseignement. D'ailleurs, c'est plus drôle que ça. Il me semble que quand une personne s'inscrit sur Facebook, en petites lignes, moi j'ai pas lu, mais il semblerait que quand on regarde dans les petites lignes, on accorde en fait à la CIA, donc au service secret américain, l'accès à ces données-là, qu'on les rende privées ou pas sur notre statut. Écoute, tu m'apprends quelque chose, mais ça m'étonne pas. En fait, on sait depuis l'affaire Snowden en 2013 que la NSA, donc la National Security Agency américaine, pratique vraiment la surveillance de masse. Donc, c'est-à-dire que ils peuvent détecter dans nos comportements sur les réseaux sociaux si notre comportement est jugé normal ou anormal. Donc toujours sous couvert de lutter contre le terrorisme et pour la sécurité. Donc on peut dire que c'est un but louable, mais ça pose évidemment des problèmes de vie privée et qu'est-ce qu'on considère normal, anormal, avec toutes les dérives que ça peut engendrer. En fait, d'une certaine manière, le fait
qu'on mette un certain nombre de données en fait sur Internet, alors que ça nous facilite la vie, finalement, on laisse des traces. Et en fait, ces traces-là peuvent être utilisées par différents groupes et notamment par l'État pour une certaine surveillance. Finalement, c'est une espèce d'aubaine en fait pour l'État où le risque finalement, et c'est ce qu'on voit, selon certains de plus en plus, c'est que cette espèce de peur qu'on avait du Big Brother devienne une réalité. Oui, tout à fait. On peut même dire qu'aujourd'hui, avec toutes nos données sur Internet, c'est devenu une réalité et beaucoup dans l'espace public s'opposent à ça, et s'opposent à ce système qu'ils jugent liberticide. Toujours au nom de la sécurité. Et puis ça pose aussi un autre problème, tous ces datas, ça pose un problème d'utilisation commerciale. On a l'habitude de dire que quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et bien c'est effectivement le cas en fait. Si on utilise des moteurs de recherche comme Google, qu'on utilise Facebook, c'est que eux se servent de ces datas qu'on leur donne parce qu'elles ont une valeur commerciale. Actuellement, les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, donc c'est les 4 plus grands, les géants, c'est essentiellement comme ça qu'ils se financent, en revendant les informations qu'ils récoltent à des fins marketing. Et donc, se pose la question de qui est vraiment propriétaire de ces données. Donc, en fait, on accepte de donner ces données donc à ces entreprises. On l'accepte, c'est-à-dire, est-ce que, c'est vrai que quand on se met à la place de l'auditeur qui fait ses petites recherches sur Internet, il se dit pas « Ouh là là, mais la recherche que je vais faire va laisser des traces, va créer une tendance sur mon profil, va me proposer des produits à acheter parce que je suis allé sur tel ou tel site. » Donc quand on dit on accepte, est-ce que on accepte parce que quand on va sur un certain nombre de sites ou de logiciels, on lit jamais les petites notices qui font 150 pages et qu'on accepte automatiquement, ou est-ce que c'est fait de manière plus ou moins cachée? On peut dire que c'est caché parce qu'évidemment personne ne lit ces conditions générales d'utilisation. C'est le plus gros mensonge. Quand on coche la petite case, on ne les a jamais lues. Mais ceci dit, ces entreprises, il y a des lois qui les obligent à le dire qu'elles le font. Mais voilà, il y a un fait accepté dans la société qui est que le bénéfice qu'on en tire, finalement, on laisse nos données pour profiter de ce bénéfice. Après, il y en a qui refusent et qui ne s'inscrivent pas sur les réseaux sociaux, etc. Mais on peut dire que c'est quand même une tendance marginale et que la plupart des citoyens acceptent de laisser leurs données, même si ça peut être remis en cause. Ouais, en fait, c'est comme si le système capitaliste, en fait, mondialisé, a également réussi à tirer profit de ces données-là. Ah ouais, tout à fait. C'est-à-dire que toutes ces données, elles ont des fins marketing publicitaires, elles permettent de coller au goût des gens, de faire des profils d'acheteurs grâce à des algorithmes. Donc c'est une aubaine vraiment, et ça peut même avoir des points positifs. C'est sûr que, par exemple, quand on achète des produits sur Amazon, on nous propose des produits qui pourraient correspondre à nos besoins. On peut y trouver un aspect positif. Qui crée le besoin artificiellement, qui nous donne l'impression aussi. Je crois que Clémence va rajouter un petit truc. Maintenant, c'est vrai quand on se rend sur un site internet, souvent il y a le petit panneau est-ce qu'on accepte d'être suivi avec les cookies, les fameux cookies. C'est-à-dire que parfois tu peux même pas accéder à un certain site, un certain contenu si t'as pas accepté. Et parfois on ne demande pas vraiment quelles données tu es prêt à accepter de donner pour accéder à ce site. C'est-à-dire que c'est limite forcé. Tandis que sur certains sites, j'ai pu constater en tant qu'utilisatrice qu'ils te demandent quand même de choisir le type de données, notamment choisir entre les données obligatoires, certaines, sur un certain degré en fait, que tu acceptes ou pas de donner. D'accord, donc on peut plus ou moins forcer la main en fait. Les sites peuvent plus ou moins nous forcer la main pour l'utilisation de ces données-là, quand elles font l'effort, on va dire quand elles jouent le jeu, de dire bon, je vais quand même leur demander leur avis et qui nous l'imposent pas de manière plus ou moins directe. Oui, mais après moi je voulais aussi rebondir là-dessus, dans le sens où les entreprises ne font peut-être pas tout comme il le faut, mais chaque utilisateur et utilisatrice utilise son ordinateur et fait preuve aussi en partie de conformisme, se laisse faire en fait. Tout le débat est là en fait, et je suis content que tu nous lances là-dessus, mais est-ce que l'utilisateur est véritablement au courant? Tu sais, sur Evaléco, on parle beaucoup de développement durable, de capacité, de liberté positive et négative. J'invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui sont un peu plus curieuses de ces thèmes-là à venir nous voir sur notre site. Route de la Marie-Garde. Absolument, près de la gare SNCF, mais... Quand j'utilise un ordinateur et que, on va dire que
j'ai les moyens d'acheter un ordinateur et que je sais utiliser, je sais aller sur Internet, je sais faire les choses relativement basiques. Est-ce que je suis véritablement libre quand, finalement, j'utilise tel ou tel site et que je ne suis pas au courant que des marques se cachent derrière ou n'importe quelle structure commerciale se cache derrière et qui va utiliser mes données à des fins purement financières. Et c'est vrai que c'est notre rôle en tant qu'association citoyenne d'alerter les gens, les utilisateurs d'Internet là-dessus. Heureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients que leurs données sont exploitées, sont utilisées, sont revendues. Et force est de constater que les gens l'acceptent en fait au nom de pouvoir utiliser ces moteurs de recherche comme Google, de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Et ils acceptent ça. Et bon, après, voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour pouvoir utiliser cette révolution technologique. Est-ce qu'on est prêt à accepter que des capteurs connectés suivent tous nos déplacements de notre maison pour améliorer notre bien-être? C'est chacun place sa limite où il veut après. Mais oui, donc encore une fois, pour moi la question est loin d'être close parce que ça me facilite la vie. Bon, je sais que grâce à ces capteurs, à ces objets connectés, j'ai un meilleur confort de vie. Est-ce que j'ai vraiment signé pour que, justement, encore une fois, ce soit utilisé par telle ou telle structure? Je suis pas sûr. C'est pour ça que, le côté liberticide, se trouve un petit peu là-dedans. Bah oui, c'est pour ça. Sur certains sites, c'est vraiment forcé, en fait. Pour accéder au contenu, on est obligé de vraiment accepter. Et, on peut vraiment se poser des questions. C'est sûr que aujourd'hui, si on veut pas que ces données soient utilisées, le seul moyen entre guillemets, c'est de ne pas utiliser ces sites et donc finalement de se mettre en retrait de ces technologies. Maintenant, il existe des solutions. Que certaines mauvaises langues appelleraient, moi je vais revenir à l'âge de pierre où je n'utilise plus d'ordinateur. Oui, tout à fait, et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est là qu'il faut mettre en place des garde-fous, qu'il faut mettre en place une législation en fait pour. Et qu'heureusement que des structures plus ou moins grandes, telles que nous, modestement bien sûr, mais essayons d'alerter les citoyens du mieux qu'on peut sur ce genre de dérive. Avant de revenir, oui, pardon. Après, moi, je voulais juste rajouter que c'était aussi compliqué en tant qu'utilisateur de se retrouver face à cette mer de données au final, parce que on parle des grosses entreprises qui collectent tous les datas, mais chaque personne derrière son ordinateur se retrouve aussi face à une immensité de données, une immensité de produits, de choses différentes, et donc c'est aussi compliqué de se retrouver là-dedans, et on peut parfois on peut aussi d'où l'idée d'une certaine éducation, je sais pas, mais d'une certaine sensibilisation en tout cas des citoyens et à la citoyenneté au sens large. Donc vous êtes avec nous sur Agora Côte d'Azur sur l'émission Un café l'audition. Donc on reprend là l'antenne après un petit hommage à France Gall, paix son âme. Donc là, nous parlions donc des big data qu'on a abordé dans un premier temps. On a abordé les aspects positifs de ces big data, de tout le potentiel qu'il peut offrir à un point de vue donc médical, politique et autres. Et on a aussi là abordé les dérives en fait de ces données-là et de ces utilisations plus ou moins honnêtes, plus ou moins cachées. Mais en fait, ces données-là cachent un autre problème qui est là d'ordre plus écologique. Et oui, d'ordre plus écologique et plus terre à terre, comme on peut le dire, les data centers, donc ces grandes bases de données qui renferment toutes nos data et nos données, polluent aussi la planète, et donc ça pollue indirectement en fait via l'utilisation d'Internet. Parce que Internet consomme énormément d'énergie, donc ces data centers consomment également de l'énergie. On peut prendre l'exemple d'Internet. Si c'était un pays, donc c'est une étude réalisée en 2013, ce serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde. Oui, d'ailleurs, et puis je pense qu'on peut donner d'autres ordres de grandeur pour cette consommation d'énergie. C'est assez, en fait, c'est pas qu'un peu, ça consomme énormément. Je crois que Gaspard, tu as quelques d'autres ordres de grandeur qui, je pense, pourraient être assez frappants. Oui, un seul data center, en fait, c'est la consommation électrique d'une ville de 30 000 habitants. En fait, avec 182 data centers, on est à 8% de la consommation électrique mondiale.
simplement en France. Pardon, électrique nationale du coup en France. Donc oui, c'est des chiffres alarmants. Un petit exemple rigolo, c'est que la vidéo Gangnam Style qui a été vue plus de 3 milliards de fois sur YouTube, et ben en fait, pour toutes ces vues, il a fallu la production d'une centrale nucléaire pendant 1 an. Et oui, c'est qu'en fait, le fait de solliciter ce genre de site pour un visionnage en direct sur Internet, eh bien, consomme énormément d'énergie. Oui, on peut continuer sur les comparaisons. On peut également dire que 140 millions de recherches Google sont équivalents à 1000 allers-retours Paris-New York. Donc on parle d'empreinte écologique. Et de carbone. Et également dans les data centers. Alors juste peut-être quelques mots pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'un data center ? Un data center, c'est un endroit, donc des énormes... Imaginez un disque dur, mais de la taille d'une ferme ou d'un gros hangar. Et c'est ce qu'on peut appeler un data center. Donc c'est des énormes bases de données, que ce soit en taille et en capacité de stockage. Mmh. Et donc pour ces data centers, la consommation, ça donne quoi ? Pour ces data centers, donc, on peut parler des émissions de gaz à effet de serre. Les data centers représentent quand même 25% de ces émissions de gaz à effet de serre engendrées par Internet, pas d'émissions mondiales. De toute façon, moi je pense souvent aux émissions qu'on nous passe à la télé sur les data centers, où on voit des immenses pièces qui font je ne sais pas combien de mètres de long, où on a tout cet ensemble de data centers qui est mis les uns à côté des autres, où finalement le véritable enjeu et c'est pour ça que ça consomme, c'est double peine, c'est-à-dire que ça génère de la chaleur, mais qu'en plus cette chaleur il faut l'évacuer parce que les data centers doivent être maintenus à des températures bien spécifiques. Oui, tout à fait. En fait, les data centers, déjà il faut les alimenter en électricité, ils créent de la chaleur, ensuite il faut refroidir pour que les serveurs restent à une température optimale. Donc voilà, c'est beaucoup de pollution. Et puis il faut bien savoir que ça représente finalement que 25% de la pollution engendrée par Internet. Le réseau, par exemple, représente à lui seul 28%. C'est-à-dire que le fait de transporter des données consomme énormément. Bien sûr, quand je vais sur Facebook par exemple, je vais peut-être solliciter un serveur qui est en Europe mais en Norvège, je peux peut-être solliciter un serveur qui est aux États-Unis. Donc les données franchissent des millions de kilomètres, des milliers de kilomètres, et ces réseaux ils génèrent évidemment de la pollution. Et puis enfin, la plus grosse part de pollution engendrée par Internet, c'est celle des utilisateurs. En fait, chacun avec son ordinateur à la maison. C'est près de 50% finalement de l'impact écologique d'Internet. D'ailleurs, c'est très bien ce petit lien qu'on fait avec les citoyens, parce que on a présenté un petit peu les enjeux globaux des data en général, avec les points positifs et les points négatifs. Mais la question qu'on pourrait se poser finalement en cette fin d'émission, c'est le citoyen qui est à Grasse en particulier ou dans les alentours, qu'est-ce qu'il peut faire ? Un petit point sur les initiatives qui existent autour des data centers, parce que ça me semblait important d'en parler. Bien sûr. Donc, par exemple, la chaleur produite par les data centers peut être réutilisée. Il me semble que c'est encore en cours d'expérimentation, mais ce serait de la chaleur qui serait utilisée pour chauffer des habitations et de logements. Non, mais c'est très pertinent. On est dans le cadre de cette démarche citoyenne. C'est que finalement, au lieu de créer ces immenses pièces qui n'en finissent plus et qui sont à l'autre bout du monde, ce que tu proposes toi, c'est créer peut-être des data centers qui soient plus locaux, donc de taille plus réduite, et que finalement cette chaleur qui est générée par ces data centers là puisse servir dans un mini réseau de chaleur ou autre. Oui, tout à fait. On peut même imaginer, après ça c'est un petit peu plus loin, mais que chacun ait entre guillemets un mini data center dans son salon, peut-être pas, mais chez lui, et que comme ça l'énergie sera déjà plus locale, donc l'énergie utilisée pour chauffer. Non seulement plus locale, et en plus décentralisée, c'est-à-dire qu'on sera même plus dépendant
d'autres pays en fait sur cette captation des données. Oui, et puis alors le geste écolo, je reviens sur ce que je disais sur le citoyen qui habite à Grasse. Eh bien, c'est tout simplement déjà de supprimer ces mails, de pas les laisser moisir dans la corbeille, parce que tous ces mails qui sont dans notre corbeille de boîte mail, eh bien, ils sont stockés dans des data centers. C'est de moins utiliser Internet. Et surtout de pas le laisser tourner et de partir en laissant l'ordinateur en veille, connecté à Internet. Je pense qu'on le fait tous, et moi le premier. Mais c'est peut-être, oui, effectivement, il n'y a pas de petits gestes, comme on dit, mais effectivement, c'est par l'accumulation de ce genre de petits gestes qu'on participe, en fait, de manière citoyenne à. Ouais, bien sûr. Si tu laisses une page internet ouverte, ça consomme de l'énergie. Une requête Google, c'est 3 mots tapés et ça consomme de l'énergie. Et voilà, on l'a dit, toutes les requêtes Google, c'est 1000 allers-retours Paris-New York. Donc ça représente finalement à l'échelle planétaire des coûts faramineux. Donc voilà, c'est des petits gestes simples à faire finalement pour tout le monde. Et accessible à tous. Comme on peut parler aussi du PDF, on a lu tout à l'heure en préparant l'émission que regarder un PDF en ligne consommait même plus que de l'imprimer. Et donc après, on vous incite pas non plus spécialement à imprimer. Au moins à le télécharger et puis fermer la page. Oui, et fermer la page plus que de le consulter en ligne. Bien sûr. Et donc, pour continuer à débattre de tous ces sujets ô combien passionnants, eh bien, nous vous invitons encore une fois sur le site d'Evaleco. D'ailleurs, ce mercredi 17, on propose un atelier Civic Tech qui s'intitule Initiation aux techniques de collecte des données, où on propose un petit peu aux citoyens de prendre la main là-dessus, de voir dans quelle mesure en fait on peut agir et de manière concrète. Et d'ailleurs, suite à cet atelier-là, toutes les 3 semaines, vous pouvez retrouver des ateliers toujours chez Evaleco sur cette gestion de données et de manière plus globale sur la Civic Tech. Civic Tech, thème d'ailleurs dont on a parlé le mois dernier, vous pouvez retrouver ça sur le site d'Agora Côte d'Azur. Et d'ailleurs, de manière plus générale, et je terminerai là-dessus, c'est que pour tous les projets finalement qui sont en lien avec les développements durables, des projets qu'on veut porter de manière collective, mais qui peuvent concerner d'ailleurs directement donc cette soit Civic Tech, soit cet enjeu lié aux données, donc aux data en général, eh bien, et qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, eh bien, pour ce type de projet-là, en tout cas, encore une fois, vous êtes les bienvenus sur Evaleco, puisqu'on a différents outils qui permettent cette prise en main collective de ces projets et de pouvoir avancer concrètement sur tout ça. Après, je voulais revenir sur ce qui se passe localement. Il y a une initiative qui s'appelle Smart Potatoes, et qui est en partenariat avec les agriculteurs. Et donc, il y a des capteurs, le low-tech et d'autres capteurs pour mesurer la qualité de terre. Après, Clément, c'est ce que tu connais mieux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un projet incubé de la société Tetris. En fait, le but, c'est de créer des capteurs en fait en low tech, en partenariat avec. Donc, faible utilisation de technologie, c'est-à-dire qu'on va éviter d'utiliser des technologies beaucoup très très avancées. C'est vraiment des basiques, quoi. Voilà. C'est ça, pour mesurer notamment, faire des analyses au niveau des nutriments, des trucs comme ça par rapport à la terre et tout ça, pour au niveau de la production, savoir si un terrain est plus fertile. C'est un vrai outil en fait. Voilà, donc c'est bien un projet parmi d'autres porté par des citoyens qui permet d'utiliser de manière intelligente finalement les données. Et aussi, sur Sophie Antipolis, a été développée une carte cyclable participative afin de référencer le réseau du 06, c'est-à-dire en tant que cycliste, on peut participer pour dire tel tronçon de route est plus praticable ou faut faire attention, voilà, et on peut y contribuer, consulter. Et cette carte s'adresse à tous, que vous soyez cycliste sur le Tour de France ou cycliste du dimanche en famille. C'est avant tout une carte participative qui vise à la sécurité en vélo, et donc tout le monde est concerné. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous poser des questions. Vous avez tout sur Internet, même si on vous a conseillé de pas trop l'utiliser. Mais encore une fois, on vous invite bien sûr à venir nous voir sur le site de 23 route de la Marigarde pour continuer à débattre de tout ça. En ce qui me concerne, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Agora Côte d'Azur. Bonsoir. Bonsoir.